Le glaive, le feu, la conquête. L'ombre de Rome s'étend sur l'Europe. 6 siècles de toute puissance, de jeu, de brutalité et aussi de raffinement et d'extrême sensualité. Le philosophe Juvénal, méprisant, ramenait l'Empire à une simple formule, du pain et des jeux. Rome, pourtant, a façonné la première civilisation européenne, y compris à table. Les Romains offraient à manger à leurs dieux et à leurs défunts. Nous l'avons oublié. Mais ils nous ont légué leur table de cuisson, la restauration rapide et un profond respect pour les grands gastronomes. En l'an 30 après Jésus-Christ, dans les rues d'une Rome rayonnant déjà sur un immense empire, les commerces de bouche foisonnent à chaque coin de rue. Dans la fraîcheur de l'ombre d'immenses patios, légumes, épices ou viandes distillent de subtiles odeurs auprès d'acheteurs qui sont souvent de très fins connaisseurs. Parmi les plus illustres, il y a le fameux Marcus Gavius Apicius. Accompagné de sa matrone et de son économe de cuisine, en véritable gastronome, il recherche un lapin qui soit à la hauteur d'une de ses toutes nouvelles recettes qu'il vient d'écrire dans son De Re Coquinaria, le premier grand traité de l'histoire de la cuisine. Comme tout grand gourmet, il sait que le choix de bons produits est une vertu essentielle pour l'excellence de ses préparations. En cuisine, ce précepte se vérifie immédiatement. Un cocus, qui est la plupart du temps un esclave, se lance dans la préparation du lapin choisi par Apicius. Les Romains possèdent déjà des tables de cuisson, mais dans les immenses villas des patriciens, les grands bourgeois de l'époque, l'espace dédié à la préparation des plats reste étonnamment exigu. Du temps des Romains, la cuisine n'était pas une pièce spacieuse et centrale, comme nous la concevons aujourd'hui. C'était plutôt une petite pièce discrète où les esclaves préparaient les plats loin de la vue des maîtres de maison. La nourriture arrivait sur la table, mais on se préoccupait finalement assez peu de l'endroit où elle avait été préparée. L'autre caractéristique des cuisines romaines, c'est que pour des questions d'évacuation des eaux usées, elles sont systématiquement proches des latrines, les toilettes. Alors, dans les villas, commodité ne rime pas forcément avec odeur raffinée. Mais cela n'empêche pas d'enduire délicatement le lapinus de miel pour régaler ce soir un hôte prestigieux, c'est Jean, le fils de l'empereur Tibère. À Rome, le goût pour les sucrés et grillés est toujours du meilleur effet. L'autre régal à base de viande des tables romaines, c'est la viande hachée, servant à la confection de farces très diverses. Les Romains étaient déjà des experts dans l'art de farcir les escargots et mettre en la matière pour fourrer des boyaux de porc avec ses bas morceaux ou ses abats. Dans les cuisines d'Apicius,
La lucanica, comme on la nommait à l'époque, était composée de nombreux condiments finement mélangés au porc ou au bœuf fumé. Poivre, cumin, sarriette, persil, alliés à de la graisse et des pignons de pin, composaient cette saucisse aussi populaire à Rome que le sont aujourd'hui les saucisses de Strasbourg ou de Francfort. Les merveilles des préparations romaines, fourrées ou farcies, composent d'étonnants banquets qui ont inspiré de grands gourmets, mais aussi le premier romancier, Gaius Petronius Arbiter, dit Pétrone. Sur ces tablettes de cire, l'invité de toutes les grandes tables aristocratiques évoque à travers les lignes du Satyricon les délices et les délires aux tables de l'Empire. Déjà ivre, la main posée sur l'épaule de sa femme, le front orné de plusieurs couronnes et humide de parfums coulant dans les yeux, il va se mettre à la place d'honneur et sur le champ demanda du vin. Trimalcion, charmé de sa bonne humeur, réclama une coupe encore plus grande. Les fresques de Pompéi illustrent admirablement le récit de Pétrone et les dérives orgiaques des riches citoyens que gouvernait alors Néron. Mais Pompéi, figé par l'éruption du Vésuve en l'an 79, fournit bien d'autres enseignements sur les comportements des Romains. Il ne faudrait pas croire que les Romains passaient leur temps à table et dans les orgies. L'idée du repas à Rome doit aussi correspondre à l'idée de sobriété, car les Romains, contrairement à la légende, sont des gens sobres et qui mangent peu. Seuls quelques privilégiés pouvaient s'adonner à des dîners fastueux. Et encore, ces dîners étaient-ils composés de deux parties, d'une part le banquet, la quena, d'autre part la commissatio, qui le prolongeait, c'est-à-dire la beuverie, une sorte d'orgie, une partie fine, où le maître du banquet proposait de boire un certain nombre de coupes de vin, de porter des toasts à la santé des uns ou des autres, et qui pouvait se terminer fort tard et quelquefois dans un état d'ébriété certain. Chez les riches, que l'on ait abusé du vin ou pas, on mange systématiquement allongé, appuyé sur le coude gauche, en se servant uniquement avec la main droite. Souvent, des poètes accompagnés de leur lyre créaient une atmosphère propice à la délectation pour des repas où les fastes se mélangeaient à la superstition. À Pompéi, les somptueuses villas des Vétiis, de Ménandre ou de Julia Félix, sur lesquelles veillaient les pénates, les divinités du foyer, sont encore intactes pour évoquer toutes les croyances autour de la table. Dans toutes les riches demeures, la salle à manger, le triclinium, apparaît comme une représentation symbolique du monde. Alors, il faut imaginer que la salle à manger est cet univers avec ses trois parties principales. Le plafond qui représente le monde des dieux, le ciel. Il est composé d'autre part de la table qui ici, bien sûr, pour l'instant fait défaut et sur laquelle les serviteurs plaçaient les plats. Et cette table représente la terre. Et puis le monde des morts, c'est-à-dire le sol, sur lequel on jetait les détritus qui étaient destinés précisément aux défunts. À Rome, quand on reçoit, il s'agit surtout d'impressionner ses hôtes. La réussite sociale ou politique se mesure à la qualité et à l'abondance des mets.
Mais pour le peuple romain, la plèbe, l'ordinaire est beaucoup plus frugal. Comme les Grecs, leur régime est très faiblement protéiné et les Romains l'ont simplement enrichi de céréales et d'autres ingrédients venus d'horizons lointains. Les Romains mangeaient à quelque chose près ce que l'on mange aujourd'hui, et une grande partie de leur nourriture venait déjà des quatre coins de l'Empire, particulièrement les épices venant des Indes. D'ailleurs, c'est amusant de savoir qu'il y avait déjà en Inde un comptoir romain où l'on collectait toutes les denrées dont on avait besoin à Rome. Avec toutes ces denrées, ils mangeaient plus ou moins comme aujourd'hui. Et il y a une idée erronée qui disait qu'ils ne mangeaient pas de porc, alors que c'est tout le contraire. Ce fut l'un des premiers peuples à domestiquer le porc à grande échelle et à en faire un animal qui ressemble à celui que l'on apprécie aujourd'hui. Avec les progrès de l'élevage, les Romains se mettent à se délecter de plus en plus souvent de porc. Mitonné en faible quantité pour devenir un ragoût ou des boulettes sur les tables populaires, son traitement devient nettement plus sophistiqué chez un célèbre boucher comme Vitalis. Ses superbes tétines de truie, ses fameux pieds de porc ou museaux, et surtout son grand choix de jambonneaux et de saucisses fumées vont en faire l'un des bouchers les plus renommés de Rome. Mais quand il s'agit de passer à table, dès le début de l'ère chrétienne, le rythme des repas est identique pour tous. Le peuple, n'ayant pas les moyens de s'offrir des tricliniums et le mobilier qui va avec, mange assis. À base essentiellement de pain, de fromage, accompagné de miel ou d'huile d'olive, le petit déjeuner, le jentaculum, est pris dès le réveil. On l'accompagne de quelques fruits. Avec cela, il faut tenir jusqu'à la tombée du jour, jusqu'au seul vrai repas, la kéna, la scène. Mais entre-temps, il y a tout de même une petite pause déjeuner possible. C'est le prandium. Les pauvres sortent un morceau de pain et quelques olives. Les citoyens plus fortunés peuvent s'offrir quelques denrées servies chaudes au thermopolium. Ce premier système de restauration rapide inventé pour le citadin romain, qu'il soit au coin des rues de Rome ou de Pompéi, proposait un ou deux plats du jour à emporter immédiatement ou à manger sur place. Dans ce thermopolium de Pompéi, il y avait sûrement sur le comptoir des olives, des fruits et des plats chauds à base de céréales et de viande très souvent bouillie. La nourriture bouillie dans la gastronomie a toujours eu l'image d'une nourriture pas très raffinée. Donc à l'époque, quand vous pensez que vous êtes une personne cultivée et raffinée, vous mangez de la viande rôtie. C'est le cas des Grecs qui ne mangeaient pas de viande bouillie, et c'est probablement la raison aussi pour laquelle les Grecs traitaient les Romains de mangeurs de bouillie, parce qu'ils les considéraient comme plutôt incultes. Mais les mangeurs de bouillie, comme les surnommaient les Grecs,
étaient aussi des grands voyageurs. En moyenne, tous les 60 km, le long de l'immense réseau des voies romaines construites à travers toute l'Europe, il y avait toujours des aires pour se restaurer, comme sur la Via Domitia, reliant Rome à l'Espagne. À l'ouest de ce qui est aujourd'hui Nîmes, les ingénieurs romains, après avoir bâti un pont colossal de 11 arches pour franchir une rivière, dont les crues sont légendaires, ont conçu à proximité des mansiones. Ici, marcheurs et cavaliers peuvent se reposer, s'occuper de leur monture et bien sûr se désaltérer ou trouver un bon morceau de pain frais. Parce que le pain, il y en a partout dans l'Empire. Il se présente généralement sous forme de galettes et permet à tout le monde de manger à sa faim. L'Empire ne connaît pas la famine. Le pain est aussi un formidable outil de politique sociale. À Rome, 200 à 300 000 démunis reçoivent 2 pains chaque jour. Et quand l'Empire célèbre une nouvelle conquête, ils ont même droit à une double ration de pain, mais aussi à du vin à boire, en l'honneur de l'empereur. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les provinces autour de Rome sont les plus gros exportateurs de vin du monde antique. 2 siècles plus tard, l'Empire a pratiquement doublé et la situation s'est inversée. Rome n'est plus exportateur, mais importateur. Bacchus est de moins en moins romain. Les vignes ont colonisé tout le pourtour de la Méditerranée et notamment le sud de la Gaule. On y développe tout l'art de la viticulture gallo-romaine. La vigne est cultivée sur pied ou dans les airs, en échalas. Et l'une des propriétés vinicoles qui jouit d'une solide réputation, selon des auteurs latins de l'époque comme Columelle ou Pline, c'est le domaine de Touricoulée. Ici, de savoureuses potions vinicoles trouvent toute leur maturité au soleil, en se mariant aux branches des oliviers. Le fruit de cet amour donne, selon la légende à celui qui le boira, la vigueur de la vigne et la résistance des oliviers. Les noces du raisin et de l'olive honorent donc le dieu du vin Bacchus. Avec elle, la culture de la vigne devient un art, mais aussi un marché où chaque couleur compte. En fonction des goûts de leurs clients, les vignerons de l'Antiquité se sont très vite spécialisés. Les Romains n'aimaient pas les cépages rouges, ils n'appréciaient que les raisins blancs. Il semble qu'en revanche, les Gaulois et les Grecs aient apprécié les cépages rouges. Ceci dit, les Gaulois ont une coutume que les Romains considèrent comme épouvantablement barbare, c'est de boire le vin pur. Le vin, c'est toujours bu coupé d'eau, sauf en Allemagne et en Gaule. Après, les Gallo-Romains ont au contraire adopté, avec ce qu'on appelle la romanisation, avec l'imitation des mœurs des vainqueurs, une consommation du type de celle des Romains. Dans les grands domaines viticoles de l'Antiquité, il n'y a pas encore de contrôle de qualité. Ce qui compte, c'est la quantité. Quand il s'agit de presser le raisin, les Romains ne lésinent pas sur les moyens. Après l'avoir foulé au pied pour ne pas perdre une goutte, le précieux nectar est pressé sous une poutre colossale de plus d'1 tonne, maniée par un ingénieux système de poulies. Le jus sera ensuite vinifié et aromatisé avec du miel, ou au contraire, légèrement salé à l'eau de mer. Mais en véritable œnologue, les maîtres du chai ajoutaient dans le vin en train de fermenter du defruitum,
du concentré de jus de raisin permettant au vin de rester doux jusqu'à la fin de la fermentation. Je suis arrivé à conclure que les vins les plus appréciés, au moins en Italie, c'était des vins qui ont eu un noble vieillissement, qui a complètement transformé leur goût et même leur couleur, parce qu'à ce moment-là, les vins blancs deviennent ambrés ou bruns, et quelquefois, s'ils sont très vieux, presque noirs, et qui leur donnent un goût qui pourrait rappeler celui des vins d'Andalousie actuels, des Madères ou du Vinsanto italien, et qui est effectivement très éloigné de nos vins français. Et je suis convaincu que si on avait donné un Romain un de nos grands Bordeaux, il aurait trouvé ça exécrable. Mais à Rome, où l'on consomme en moyenne 150 litres de vin par an et par citoyen, des grands crus comme le Falerme pouvaient se transformer, selon les témoignages de Martial dans ses épigrammes, en des mixtures imbuvables. Surtout si les amphores provenaient des marchands sans scrupules de Massilia. Tes malheureux amis reçoivent de toi à travers les mers de terribles poisons au tarif du Falerme. Je sais pourquoi tu ne viens plus à Rome. C'est parce que tu as sûrement peur de boire de ton vin. À cause des brusques coups de vent en Méditerranée, de nombreuses galères surchargées de faux Falerme ne sont jamais arrivées à bon port. Mais l'histoire ne dit pas si sur les lieux des naufrages, il restait des poissons empoisonnés flottant à la surface. En revanche, les chroniqueurs évoquent tous de manière unanime le goût très prononcé des Romains pour les trésors marins. La mer est l'élément qui coûte le plus cher au ventre de l'homme, tant par ses préparations que par ses mets et ses gourmandises. Cette constatation de l'écrivain Pline l'Ancien pourrait être de Lucullus. On ne se souvient guère que ce général devenu sénateur a conquis l'Asie mineure, mais l'histoire a retenu qu'il fut l'un des premiers grands gastronomes. Comme tous les Romains, il adore les délices de la mer. Pour ne pas être tributaire des colères de Neptune, il a même sacrifié à la dernière mode l'élevage en vivier. Les riches patriciens ont ainsi à disposition rouget, congre, poulpe, bonite ou turbo, produits très demandés et fort chers. Le poisson ordinaire coûte 2 à 3 fois plus cher que la meilleure viande. Certaines belles prises, comme les murènes ou les bars, peuvent même se vendre aux enchères. Du coup, les Romains, qui n'étaient pas fous du tout et très gourmets, ont développé la pisciculture. D'après les sources historiques que l'on a, les Romains mangeaient énormément de poissons. Évidemment, c'était facile pour eux car Rome était très proche de la mer et ils avaient des flottes très importantes qui leur permettaient de pêcher du poisson en abondance. Et puis les Romains aimaient tellement le poisson qu'ils ont développé des techniques d'élevage de poissons en vivier qui sont tombées dans l'oubli au Moyen Âge. À Rome, rien ne se perd, tout prospère et se transforme. Du poisson, les Romains ne jettent rien. Têtes et viscères, parfois un peu pourrissants, sont pressés et filtrés pour fabriquer du garum. Au début de l'ère chrétienne, ce jus fortement salé est un condiment de luxe. Mais le développement de l'Empire et le fait qu'il remplace le sel dans de nombreuses préparations de plats souvent un peu trop fades va en faire la sauce indispensable de la cuisine à la romaine. Pour répondre à une demande croissante en quelques décennies,
Il va être fabriqué en quantité industrielle aux 4 coins des rivages de l'Empire. Les appellations de garum vont varier en fonction des catégories de poissons dont il est issu. Aujourd'hui, ceux qui usent encore du garum vivent très loin de Rome, en Asie, et ils l'appellent Nyopmam. Autre péché mignon des tables de Rome, la volaille. Pour elle, les Romains sont aux petits soins. Comme il faut qu'elle soit bien dodue, on l'engraisse, mais pas n'importe comment. Les fresques de la Villa des Vitiis à Pompéi en témoignent. Tout ce qui vole est gavé avec l'un des fruits les plus appréciés par les Romains, la figue. Fruit mythique provenant de l'arbre sous lequel Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, ont été découverts, l'écrivain Pline en décrit 25 variétés, virant du blanc au violet ou du vert au noir. Dans les vergers de figuiers, la récolte est toujours un grand rendez-vous gourmand pour cette famille de patriciens, propriétaires de la terre. À l'inverse, c'est aussi un véritable supplice de Tantale pour les esclaves. Pas question de compromettre le foie d'oie engraissé aux figues, l'un des plats les plus renommés de la cuisine romaine. Dans l'esprit des Romains, le foie devient tellement lié à la figue que Ficus a donné son nom au foie, Ficatum. Consommées fraîches, sèches ou avec du miel, les figues sont aussi l'un des ingrédients favoris des accords sucrés-salés de toutes les tables romaines. Délices et tentations, la gourmandise peut être un vilain défaut, surtout quand elle devient un alibi pour déclencher une guerre. En 150 avant Jésus-Christ, Caton, inquiet de la soudaine restauration de la puissance de Carthage, se présente devant les sénateurs un panier de figues toutes fraîches à la main. Quand pensez-vous que ce fruit a été cueilli ? Sachez qu'il a été cueilli à Carthage, il y a seulement 3 jours, tant l'ennemi est proche de nos murs. L'image de ces figues fraîches ébranla l'esprit des sénateurs, et ils votèrent la 3e guerre punique contre les Carthaginois. Carthago delenda, il faut détruire Carthage, et le souhait de Caton fut exaucé. Deux siècles plus tard, en 98 après Jésus-Christ, sous le règne de Trajan, l'Empire romain est à son apogée. 25 légions surveillent ses frontières, du nord de l'Angleterre au Sahara, du Portugal à la Syrie. La Pax Romana règne partout, ou presque. Au nord de Bagacum, des tribus germaines sont en rébellion, et des centuries se mettent en marche. En commémoration de la visite de l'empereur Tibère ici même il y a 2000 ans, ces légionnaires se retrouvent comme chaque année sur le site de l'ancien forum de Bagacum, aujourd'hui Bavay, dans le nord de la France.
Dans le civil, cet Opsio, le sous-officier Marcus Julius Gallus, est professeur d'histoire au lycée d'Albi. Précis et méticuleux, il a reconstitué avec ses hommes dans les moindres détails le pactage d'un soldat romain. Le soir au bivouac, cet équipement devient la preuve que l'invincibilité de Rome ne s'est pas acquise uniquement à la pointe du glaive ou du pilum, mais aussi grâce à une logistique sans faille. Chacun de nous porte entre 3 et 10 jours de ration de blé dans son paquetage et chacun de nous consomme à peu près 1,4 kg, 1,5 kg de blé par jour. Donc pour une légion, c'est 7 tonnes de blé. Quand les légions marchent, les charrettes suivent. C'est le ravitaillement qui fait la force de Rome et qui permet aux 5000 hommes d'une légion d'effectuer 30 km par jour avec un pactage de 40 kg. Au camp, le soir, Marcus Julius sait que le moral de ses hommes est au fond de la gamelle. Chacun a sa ration de légumes secs, mais l'Opsio n'hésite pas à jouer les pater familias pour améliorer un peu l'ordinaire. Voilà, ça c'est bien ça. Alors pour rendre des pois chiches plus sympathiques à manger, vous les mélangez avec du cumin à volonté, en fonction de votre goût. Ou bien vous faites cuire vos lentilles, et là vous mélangez au goût également, avec du vinaigre de vin et du miel. Nous aimons beaucoup ces mélanges de sucré et de salé. C'est un petit peu notre passe-temps quand nous avons nettoyé les armes. Le légionnaire est quelqu'un qui aime bien manger, et je le répète, qui doit bien manger pour fournir son effort. Les légumes secs, légers à porter, tiennent bien au corps et assurent le triomphe des légions. Grande favorite des besaces, les lentilles sont aussi très pratiques pour jouer au latronculus, l'ancêtre du backgammon. On risque moins à miser des lentilles que des sesterces. D'autres combattants, sur lesquels on mise des sommes phénoménales, apprécient eux aussi les lentilles. Ce sont les gladiateurs. Quand on porte un surnom pouvant être scandé par plus de 30 000 spectateurs, dont le Colisée romain, on ne se contente pas de manger pour vivre, mais on mange pour gagner. Leur intérêt pour les légumes secs est motivé essentiellement par un régime énergétique très strict. À l'école de Nîmes, dirigée par le célèbre docteur Sextus Latinus, ces combattants viennent souvent de très loin, de toute la Gaule, et même d'Ibérie. Ils valent très cher, il faut donc les soigner. Pois chiches, légumes et fromages à volonté, en fonction de leur poids et de leur entraînement. Le gladiateur, c'est un sportif. Contrairement à l'image que donne le cinéma hollywoodien, c'est pas quelqu'un qui est là pour tuer le plus vite possible dans l'arène, c'est quelqu'un qui a eu un entraînement qui est long. On a investi sur lui au niveau de l'entraînement. Il s'entraîne dans une technique. Donc, comme les grands sportifs actuels, ils vont avoir des sucres lents. Ils vont pas avoir de pâtes, mais ils vont avoir ce qui revient au même. Ils vont avoir des céréales, de l'épeautre notamment. Ils vont avoir aussi des pois chiches. Ils vont avoir ce qui constitue cette nourriture fondamentale du monde romain et méditerranéen qui donne de la force, de l'énergie. Et donc, ce sera la base de leur nourriture. Côté boisson, le régime est strict. Pas de vin, de l'eau simplement. Et encore pas trop fraîche. Elle couperait les jambes et le souffle. Dans les fossés de la faculté de Nîmes, les gladiateurs de l'Institut Acta démontrent que ces hommes parfois plus célèbres que nos joueurs de football étaient avant tout des sportifs de haut niveau. À leur manière, ils renvoient à leurs études des scientifiques autrichiens
qui ont récemment affirmé que les gladiateurs, trop riches et trop gras, devaient avoir des allures de sumo-tori. C'est des techniques où on demande de la vélocité, où on demande du souffle, où on demande surtout dans le rétiaire sécoutor de pouvoir courir pour le sécoutor avec un casque sur la tête. On imagine mal quelqu'un de 120 kg qui puisse pendant 3 minutes, un combat ça ne dure pas beaucoup plus, qui puisse courir après un rétiaire qui lui n'a rien et peut avoir toute la vélocité possible. Donc les limites forcément du régime elles sont là. Donc ce que l'on voit sur les iconographies c'est que les gladiateurs sont musclés, sont athlétiques, on ne voit jamais de gladiateurs gros et gras. Chorégraphie parfaitement réglée, rigueur des combats et parfois bien sûr, la mort. Dans les souterrains des arènes, Rome bascule alors dans la superstition macabre. Des fossoyeurs masqués récupèrent le sang encore chaud des victimes et courent le revendre. Remède souverain contre l'épilepsie, dit-on, et surtout, fluide de jouvence. Richesse, douceur, conservation, onctuosité. Au soleil, un autre fluide concerne cette fois tous les Romains, c'est l'huile d'olive. Sur le pourtour du bassin méditerranéen, on voue un véritable culte à un arbre qui ne donne qu'une bonne récolte 1 an sur 2. En labourant, on prie l'olivier de porter le fruit. En le taillant, on l'y contraint. Tous les agronomes comme Columel insistent longuement sur l'exploitation rigoureuse et méthodique de l'oliveraie. Il ne faut pas se tromper sur la date de la récolte entre le moment où l'olive est à point, ne demandant plus qu'à être cueillie, et celle trop mûre, donnant trop d'acidité. Pressée, broyée, affinée, l'olive donne différentes qualités d'huile en fonction des pressages, des mois où elle a été récoltée et surtout de l'endroit où elle a poussé. Du temps de l'Empire, Rome n'arrivait pas à produire suffisamment d'huile d'olive pour couvrir ses besoins. Alors, ils importaient vers la péninsule beaucoup d'huile, surtout produite en Afrique du Nord. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Romains ne consommaient pas exclusivement de l'huile d'olive, ils utilisaient aussi de la graisse animale, ce qui remet un peu en cause le mythe du régime méditerranéen, uniquement basé sur l'huile d'olive, tel qu'on en parle encore aujourd'hui. Il y avait tout de même des gouttes d'huile d'olive que les Romains ne dédiaient pas uniquement à leur table. Ce sont les restes des fonds de pressoir. Ces huiles grossières mêlées de mou servant uniquement à l'éclairage. Quelquefois, il arrivait tout de même que des coquilles distraits assaisonnent les légumes avec de l'huile de lampe, créant l'indignation des convives ayant toujours un palais très sûr en matière d'huile d'olive. Dans les potagers, pour se marier aux subtiles saveurs fruitées des huiles d'olive, les Romains cultivent avec beaucoup de minutie toute une variété de senteurs. Menthe, coriandre, ail, céleri, cumin ou laurier sont pour eux de fameux exhausteurs de goût, parfaits à marier avec les viandes hachées. Et ce n'est pas Apicius qui dira le contraire, surtout au moment où il doit recevoir à sa table le fils de Tibère, Drusus. Celui qui adore le somptueux à table fait cultiver aussi beaucoup de légumes.
Les concombres, asperges, champignons, poireaux, carottes ou artichauts sont les légumes les plus présents dans les recettes du très inventif Apicius. En véritable connaisseur de leurs vertus nutritives, mais aussi curatives, il aime citer des extraits de l'histoire naturelle de Pline. La salade est salutaire contre la goutte, les scintillements des yeux et les luxations. Ce soir, dans les cuisines d'Apicius, il y a aussi beaucoup de préparations de choux et les pousses tendres naissant à l'aisselle des feuilles, ressemblant en fait aux brocolis d'aujourd'hui. Une fois cuits, ils seront l'idéal pour accompagner des escargots farcis. Pour relever le lapin et des travers de porc, il fait venir des épices des confins orientaux de l'Empire. Il raffole de poivre et de clous de girofle, mais en attendant, il doit se soucier de trouver des pétales de rose. Le premier grand gastronome de l'histoire aurait pu se lancer dans la préparation de tétines de truies farcies aux oursins, de langues de flamant rose au miel. Mais son inspiration sans limite l'a conduit à préparer des rossignols aux pétales de rose. Et le choix des pétales est déjà tout un art. Apicius a un excellent fournisseur de rossignols, mais quelques cailles ou des grives peuvent faire l'affaire. Il faut compter 2 oiseaux par personne. Laissez reposer les pétales de rose à la surface de l'eau. Les coquilles ont déjà haché leurs abats. Apicius surveille en personne la consistance de la farce, élément essentiel d'une recette romaine. Une fois que les nobles volatiles sont délicatement enduits de miel, coupez finement mandes et livèches. Ensuite, dans une généreuse dose d'huile d'olive, pilez poivre, coriandre, ail et clous de girofle avec des herbes aromatiques, accompagnées d'une larme de défruitum, du concentré de jus de raisin. Après la réalisation de cette sauce, Apicius ordonne de fourrer délicatement chaque oiseau avec un beau pruneau. Au bout de 30 minutes de cuisson à feu doux, on place les pétales de rose juste avant de servir. Avec une amphore de Falerme, c'est un pur bonheur. Apicius éblouit ainsi Séjan et Drusus, le fils de Tibère. Tout Rome parlera avec émerveillement de son nouveau plat. Apicius est furieusement à la mode et il inscrira aussi cette recette sur les tablettes de l'école patricienne de cuisine qu'il vient d'ouvrir dans la capitale de l'Empire. Il y enseigne les secrets des pieds de chameau, des langoustes farcies au caviar ou d'autres plats et préceptes marquants de la cuisine romaine. C'est certain, Apicius a été un créateur important pour la cuisine de l'Empire romain. Il a également lancé les accords entre sucré et salé qui vont avoir un grand succès dans la cuisine romaine jusqu'à la fin de l'Empire et qui vont disparaître pour longtemps jusqu'au Moyen Âge. Mais ce gourmet mythique ne pouvait pas avoir une fin banale. En véritable biographe, Martial a tenu la chronique de cet être trop ambitieux, trop exigeant. Apicius sombre dans la dépression. Il estime en 37 après Jésus-Christ qu'il n'a plus les moyens de créer et d'innover sans cesse. Apicius, écrit Martial, il te restait une bonne dizaine de millions. Pourtant, ne pouvant te faire à cette situation, tu as avalé le suprême breuvage, une coupe de poison. Jamais, Apicius, tu ne te montreras plus gourmand. Redoutant de ne pouvoir poursuivre dans l'excellence,
Apicius n'a sûrement pas imaginé que son nom pourrait traverser les siècles. Aujourd'hui, Apicius a trouvé un nouveau disciple, en la personne de Juan María Arzac, qui officie à San Sebastián, en Espagne. 3 étoiles, une des plus grandes tables d'Europe. La quintessence merveilleuse de la cuisine basque et des inspirations ébouriffantes prend naissance dans son laboratoire des goûts. En improvisant un agneau cortado voilé au café, la cuisine d'avant-garde d'Arzac fusionne avec les recettes du plus célèbre gourmet de l'Antiquité. À vrai dire, j'ai 62 ans et j'ai tout étudié, j'ai tout lu, j'observe tout, vers les mondes modernes et antiques. Je regarde dans tous les sens. Moi, j'ai vu des choses très importantes dans la cuisine romaine. Et ce que j'ai retenu dans la cuisine d'Apicius, c'est l'équilibre entre le sucré et le salé. Je me suis rendu compte que le sucré stabilisait les goûts. Alors, quand on rajoute à un aliment un peu de sucre, son goût est rehaussé et reste plus durable. Cela m'a impressionné et après, j'ai commencé à travailler dans ce sens. Le plat que vous découvrez aujourd'hui, c'est un agneau rôti. C'est assez compliqué à faire et en plus, la présentation est superbe et se mange. À l'époque d'Apicius, il y avait beaucoup de décorations qui ne servaient à rien. Aujourd'hui, avec notre technique, on sait que toute décoration appartenant à un plat doit aussi être un régal. Cuisinier, alchimiste et décorateur. Arzac pose et décompose les saveurs. Le voile de café, tel un mirage, s'évanouit au moment où le plat est servi. Comme un ultime clin d'œil au maître antique de l'éphémère et du somptueux. Voilà, avec le temps, il faut chercher des choses dans le monde, mais c'est vrai qu'en cuisinant, je me suis senti en relation avec l'époque d'Apicius. Les raffinements culinaires de Rome voleront en éclats lors des invasions barbares de la fin du 5e siècle. Quelques recettes seront sauvées par d'obscurs moines copistes. Mais il faudra attendre presque 8 siècles pour que la cuisine retrouve ses lettres de noblesse, le goût des mélanges et le souvenir d'Apicius. Ce grand ancien qui avait déjà compris que la gourmandise n'est pas seulement un péché, mais aussi une forme de civilisation.